I24 Économie, bienvenue pour votre nouveau grand rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité éco, socio et techno internationale. Et au programme ce soir, faut-il craindre une contagion mondiale après la nouvelle débâcle des bourses chinoises? De nouveaux effondrements de plus de 7% en moins d'une semaine. Cette crise serait-elle plus dangereuse que celle de l'été dernier? Ce sera l'objet du grand débat en seconde partie d'édition. Pour certains, elle marquera l'histoire de l'Europe. La crise des migrants pose une multitude d'interrogations. En Allemagne, on tente surtout d'en retenir l'opportunité unique de dynamiser une démographie en déclin. Angela Merkel le sait, elle n'a pas droit à l'erreur. Comment réussir le défi de l'intégration? Un expert de l'OCDE nous répondra. Et puis incontournable, c'est le rendez-vous numéro 1 des geeks, des vrais. L'innovation électronique pour le grand public réunissait ses vedettes à Las Vegas la semaine dernière. Le salon CES 2016 n'a pas déçu les attentes. On y reviendra en images dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Avant tout cela, le passage en vue de l'essentiel de l'actu éco-international de ces derniers jours, avec d'abord des nouvelles des cours du pétrole qui sont donc retombés cette semaine à leur plus bas niveau depuis décembre 2003. Le baril de Brent est passé brièvement sous la barre des $30 mardi, contre 115 $ il y a encore un an et demi. La semaine dernière avait été marquée déjà par une chute de 10%. Alors mêmes ingrédients, mêmes résultats, stagnation de la demande mondiale et surtout de la Chine, renforcement du dollar et surtout cette surabondance de l'offre, puisque l'Arabie Saoudite et l'OPEP n'entendent pas faire baisser leur production, quoique le président nigérian de l'OPEP souhaite désormais une réunion extraordinaire début mars. La chute des cours met à genoux une bonne partie des pays producteurs. Nous avons dit que si les prix atteignaient $35 le baril, nous commencerions à examiner la convocation d'une réunion extraordinaire pour voir comment nous pouvons ramener autour de la table les différentes parties. Voilà, et après Goldman Sachs, c'est Morgan Stanley qui évoque l'hypothèse d'un baril bientôt à $20. Le géant britannique BP va lui supprimer 4000 postes cette année. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale, dans le sillage du FMI, a annoncé la semaine dernière qu'elle révisait à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, plus 2,9% en 2016 contre une attente initiale de 3,3%. L'institution espère une reprise modeste l'année suivante, plus 3,1%. Dans l'actualité également, la lourde chute mardi de la bourse de Moscou, moins 4% pour l'indice RTS, avec un rouble en parallèle à son plus bas niveau depuis un an face au dollar et à l'euro. Des marchés financiers russes entraînés donc par les places asiatiques et bien sûr par les cours du pétrole. La Russie, en tant qu'important exportateur de pétrole, est bien sûr exposée négativement à la chute des prix du pétrole. Et nous pensons que si les prix du pétrole restent à ce niveau, ou tombent autour de $30 le baril cette année, l'économie russe tombera dans une récession considérable pour la deuxième année consécutive. Voilà, le gouvernement russe a confirmé ce mercredi qu'il réduirait ses dépenses de 10% par rapport au niveau prévu dans le budget 2016 en raison donc des prix actuels du pétrole. Après le Luxembourg et les Pays-Bas, c'est la Belgique qui se retrouve dans le collimateur de Bruxelles pour son régime fiscal illégal qui favoriserait, d'après la Commission, les multinationales. Les Européens ont ordonné à 35 d'entre elles de rembourser 700 millions d'euros d'impôts non payés à la Belgique. Nous avons conclu que la Belgique avait un régime fiscal illégal en vertu des règles d'aide d'État de l'Union européenne. Ce régime a mené à environ 700 millions d'euros de réduction d'impôts pour au moins 35 entreprises basées principalement dans l'Union européenne. La Belgique doit désormais récupérer les impôts impayés de ces sociétés. Voilà, Margrethe Vestager, la femme dont on dit qu'elle fait trembler des géants comme Google. On poursuit avec l'info. En bref, nouveau recul du chômage en zone euro à 10,5%. Le taux est retombé en novembre dernier à son plus bas niveau depuis octobre 2011 d'après Eurostat. 20 milliards de dollars d'achats pour l'App Store en 2015. La boutique d'applications d'Apple continue de s'envoler vers les sommets. Et sur cette somme, la pomme se réserve 30% de commission. Et puis c'est sans doute le chiffre de la semaine, 3400 milliards de dollars. Voilà à quoi pourrait ressembler la valorisation boursière du géant saoudien Aramco s'il était introduit en bourse. Une option envisageable d'après les autorités. Le groupe pétrolier pèserait ainsi 6 fois plus qu'Apple, première capitalisation mondiale. On se penche rapidement sur le salon auto de Détroit qui a ouvert ses portes lundi dans le Michigan donc, dans un contexte d'optimisme après une année record pour le marché américain, 17,5 millions de véhicules vendus. Alors Volkswagen y a fait ses excuses après le scandale des moteurs truqués. Barack Obama devrait s'y rendre et l'accent est mis cette année sur la technologie, toujours plus d'intelligence dans nos voitures et notamment chez Mercedes. Écoutez. There
L'indicateur le plus fascinant de l'intelligence supérieure de cette nouvelle classe E, c'est qu'elle en sait plus sur ce qui se passe. Elle est équipée du système de communication Car2X. Elle échange des informations avec d'autres voitures sur la route et avec l'infrastructure. Donc elle peut voir plus loin et mieux anticiper les conditions de route. Voilà, et puis un record pour les fusions-acquisitions en Israël, 12,57 milliards de dollars au total en 2015, plus 73% en un an. Et la high-tech n'explique pas tout puisque les transactions ont concerné tous les secteurs. On comptabilise 96 opérations contre 103 en 2014, signe que le volume moyen progresse fortement. Les investisseurs étrangers se taillent la part du lion avec 52% des transactions. Chine et États-Unis restent très actifs en Israël. Un passage par les grandes places boursières. Et avant de parler de la Chine, tout à l'heure, on s'intéresse à l'Europe et aux États-Unis. Bonjour Eric Lewin, vous êtes à Paris. Début d'année plutôt difficile jusqu'ici. Oui David, les marchés financiers ont enregistré la semaine dernière la plus forte baisse, notamment pour les indices américains, depuis 1929, vous vous souvenez, c'était l'année du crack. Alors comment expliquer une telle détérioration des cours boursiers ? Eh bien, il y a deux éléments qui peuvent expliquer. D'abord, la Chine ralentit, les indicateurs économiques ne sont pas bons, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le modèle chinois. Vous savez que la Chine veut changer un petit peu son modèle, passer d'une économie traditionnelle à une économie à fort service et surtout à haute valeur ajoutée. Ce n'est pas gagné pour l'instant. Et puis l'autre phénomène bien sûr négatif, c'est les prix du pétrole qui ne cessent de baisser. 70% de baisse pour le baril de pétrole en l'espace d'un an, avec des cours qui ne cessent de chuter. Alors, traditionnellement, c'est plutôt une bonne nouvelle quand les cours du pétrole chutent parce que ça fait une consommation supplémentaire pour les ménages. Mais là, on se dit que l'économie mondiale est en fort ralentissement et c'est pour cela qu'une baisse du baril de pétrole équivaut à une baisse également des indices boursiers. Ouais, crainte accrue pour l'économie mondiale. Est-ce qu'il y a tout de même, Eric, des motifs d'espoir pour les investisseurs ? Oui David, il y a quand même des motifs d'espoir sur les places financières internationales pour un rebond. D'abord, il faudrait qu'il y ait quelques éléments qui se mettent en place. D'abord, on va rentrer dans la publication des résultats des entreprises américaines. Elles sont attendues en baisse de 5% pour l'ensemble du quatrième trimestre et encore en chute pour le premier trimestre. Mais si jamais il y avait de bonnes surprises avec surtout des prévisions positives, cela pourrait permettre au marché de bien se comporter. Les deux autres inconnus qui pourraient faire repartir les marchés financiers à la hausse, c'est bien sûr une stabilisation des prix du pétrole. Et bien sûr, une économie chinoise qui irait non pas fantastiquement mieux, mais légèrement mieux. Cela pourrait permettre également aux indices de bien se comporter. Donc, amélioration des résultats des entreprises américaines, un baril de pétrole qui se stabilise, voire qui est en légère hausse, et une économie chinoise qui va de mieux en mieux. Et puis, il ne faut pas oublier également la Fed. Que fera la Réserve fédérale américaine cette année ? Si jamais elle sent que l'économie mondiale est un petit peu chancelante, elle pourrait mettre un terme provisoirement à sa hausse des taux, ce qui pourrait également profiter au marché d'actions. Voyez David, il y a quand même des motifs d'espoir sur l'année 2016 sur les marchés financiers internationaux. Janet Yellen qui réfléchira sans doute à deux fois avant une nouvelle hausse de ses taux directeurs. Merci Eric Lewin. On va passer au volet techno de cette édition qu'on inaugure avec Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour. Alors, impossible de passer à côté la semaine dernière. C'était bien sûr le grand rendez-vous mondial de l'innovation, le fameux salon CES, et ça se passait à Las Vegas. Oui, effectivement. Alors, pour commencer, quelques chiffres pour saisir un petit peu l'ampleur de ce rendez-vous annuel. Le CES 2016, c'était donc plus de 3600 exposants, au moins 150 000 visiteurs, quelques 6000 médias et 150 000 pays représentés, le tout sur une surface de 200 000 mètres carrés au cœur de Las Vegas, donc aux États-Unis. Maintenant, pour ce qui est des grandes annonces, il y en a eu plusieurs choses à retenir. Premièrement, le géant du streaming Netflix va s'étendre à 130 nouveaux pays, notamment en Russie et en Inde. Deuxièmement, l'américain Google et le chinois Lenovo se sont alliés. Un partenariat pour pouvoir développer la 3D sur smartphone. Et puis on retiendra aussi les nombreuses innovations concernant la santé, l'essor des objets connectés ou encore le succès de la réalité virtuelle dans de plus en plus de domaines, comme notamment le commerce, le sport ou même le sexe. Et puis on note aussi une forte présence française quand même cette année. Oui, quelques 180 entreprises françaises étaient présentes
présentes pour l'édition donc, de ce CES 2016. Et c'est d'ailleurs l'une d'entre elles qui a été élue meilleure start-up. Il s'agit de la société nantaise 1020. Elle a conçu une machine qui fonctionne un petit peu comme une Nespresso. Les capsules de café ont été remplacées par des flacons de vin. On l'insère dans une machine et quelques secondes plus tard, le tour est joué. Le verre est servi à température et aération idéale. Et puis autre start-up qui a fait parler d'elle, c'est Uranium. Oui, c'est une start-up en fait qui scanne les visages et les corps pour le restituer dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'au lieu de choisir un personnage, eh bien le héros c'est vous. Et pour faire sa promotion, la société s'est offert une égérie de choix. Il s'agit d'Emmanuel Macron, le ministre français de l'économie, qui évolue dans le jeu Fallout 4. Voilà. Résultat assez convaincant, avec ou sans la barbe. D'ailleurs, merci Johanna. On vous retrouve tout à l'heure pour les insolites de l'écho. On va passer tout de suite aux dossiers sociaux de la semaine. Plus d'1 million d'entrées de migrants en Europe en 2015, d'après le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Une recrudescence de l'immigration clandestine qui a mis à mal la cohérence européenne. C'est l'Allemagne qui recueillait plus du tiers des demandes d'asile au deuxième trimestre 2015. Et les autorités de Berlin ne ménagent pas leurs efforts pour expliquer à leur population les bienfaits de l'immigration, tout en apportant en parallèle aux nouveaux arrivants le maximum d'outils pour réussir leur intégration. Alors comment s'opère sur le terrain cette acclimatation? On voit cela en image avec Johanna Citruc. Pour eux, l'Eldorado, c'est l'Allemagne. Venus notamment de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan au péril de leur vie, ils rêvent d'une vie meilleure. Entre janvier et novembre 2015, Berlin a enregistré plus de 900 000 demandeurs d'asile. C'est presque 5 fois plus qu'en 2014. Mais l'accueil de ces réfugiés n'est pas totalement désintéressé. La population vieillit et le pays manque cruellement de main-d'œuvre dans certains secteurs. Ils sont littéralement inestimables, ce qu'ils peuvent apporter à l'artisanat, à l'industrie et au commerce, c'est incroyable. Initiative privée ou publique, la mobilisation est générale pour faciliter l'intégration des migrants. Des professeurs sont recrutés par milliers pour enseigner la langue. Des applications sont développées pour aider les réfugiés dans leur quotidien et une chaîne de télévision diffuse même un programme en arabe. Je suis heureux de vous accueillir à cette édition spéciale de Marhaba, le premier programme en Allemagne pour les immigrants qui viennent en Europe fondé sur l'intégration dans la société allemande. Une intégration qui peut s'avérer être un véritable défi. Pour la chancelière allemande, qui ne croit pas au multiculturalisme, les migrants doivent s'adapter, à tout point de vue. Ceux qui fuient la guerre et la persécution seront protégés avec nous. Ceux qui ont trouvé refuge ici doivent obéir à nos lois, à nos valeurs et à nos traditions. Et afin de nous comprendre, ils doivent apprendre la langue allemande. Par ailleurs, les migrants souvent peu qualifiés sont confrontés à la dure réalité du marché du travail. Les barrières sont nombreuses, notamment la mise en place du salaire minimum il y a 1 an. Fin novembre, plus de 95% des réfugiés en Allemagne étaient au chômage. Ouais, forcément, le plus dur reste à faire. Alors, comment transformer le choc culturel en vrai coup de pouce à l'activité? Nous sommes en ligne avec le chef de la division des migrations internationales à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Bonjour Jean-Christophe Dumont. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors parlons d'abord de l'Allemagne. Est-ce que ce pays a besoin aujourd'hui des réfugiés, davantage peut-être que la plupart de ses collègues européens? Bon, clairement, si on regarde la situation de l'Allemagne avant cette crise de réfugiés, c'est un pays qui est, dont le marché du travail fonctionne extrêmement bien. C'est un des rares pays en Europe qui est passé au travers de la crise de 2007-2008 d'une façon tout à fait sereine. Et on avait vu notamment augmenter très fortement les migrations intra-européennes à partir d'Europe du Sud en particulier, de Grèce, d'Italie, d'Espagne vers l'Allemagne à la recherche d'emploi. Donc l'économie allemande, effectivement, a besoin de compétences, et ce d'autant plus qu'elle vieillit relativement rapidement, en tout cas plus vite que ses voisins. Et plus globalement peut-être, dans un contexte, on peut le dire, difficile pour le marché de l'emploi en Europe, est-ce que ces migrants risquent au final de se retrouver avec surtout des emplois précaires en Allemagne ou ailleurs ?
C'est tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui arrivent, et on parle d'1 million de demandes d'asile qui auraient été enregistrées cette année en Allemagne, alors même si peut-être la moitié et tout au plus de ces gens obtiendront effectivement le statut de réfugié, parce qu'il y a parmi eux des gens qui viennent aussi des Balkans, du Kosovo, d'Albanie, qui ont très peu de chances d'obtenir le statut de réfugié. Ces gens arrivent avec des compétences, ils ne sont pas tous diplômés bien entendu du supérieur, ce ne sont pas que des ingénieurs du génie civil ou des médecins, mais ils ont des compétences et tout l'enjeu est effectivement d'être capable de transformer, de valoriser ces compétences dans le marché du travail allemand. Et pour ça, l'Allemagne a, disons, mis en place un certain nombre de dispositifs actifs pour accélérer les processus de validation des acquis, voire de validation des diplômes, et puis aussi en mettant en place des formations complémentaires, voire dans certains cas des formations professionnelles dans le système d'apprentissage allemand. Mais évidemment, compte tenu de l'ampleur des flux, c'est un grand défi que doit relever l'Allemagne. Et si jamais elle arrive à tirer parti de ses compétences, alors le pari sera réussi. Si jamais ce n'est pas le cas, on peut attendre des problèmes d'intégration à long terme. Donc un vrai pari. Merci beaucoup Jean-Christophe Dumont, chef donc de la division migration internationale à l'OCDE. Voilà, on va refermer cette première partie donc d'I24 Économie. La suite, ce sera dans une douzaine de minutes, juste après le Flash Info. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau d'I24 Économie, deuxième partie, rebonsoir. On va donc se pencher sur les effets potentiels des lourdes baisses à répétition sur les bourses chinoises ces derniers jours. Le reste du monde a-t-il vraiment des raisons de s'inquiéter? Analyse dans un instant suivi d'un débat. Et puis les insolites de l'économie, un passage en vue des infos décalées de la planète éco qui vous ont peut-être échappé. Johanna Citruc sera là pour une séance de rattrapage en toute fin d'édition. La santé de l'économie chinoise inquiète et les bourses de l'Empire du Milieu ont une fois de plus semé la panique en ce début d'année chez les investisseurs avec un scénario similaire à première vue à celui du krach de l'été dernier. 2 chutes de plus de 7% en l'espace de 4 jours, entraînant la suspension des échanges. Est-ce la faute uniquement à l'interventionnisme de Pékin ou bien aussi à la publication d'indicateurs peu rassurants quant aux perspectives de la deuxième économie mondiale? Avant d'accueillir nos invités, le rappel des faits en images avec Johanna Citruc. Début d'année difficile pour les marchés chinois. Le CSI 300, qui regroupe les principales capitalisations boursières du pays, n'en finit plus de dégringoler. Depuis le 1er janvier, l'indice a perdu pas loin de 15%. Et ce, malgré la mise en place d'un mécanisme anti-volatilité. Si la chute dépasse 5%, les échanges sont bloqués pendant 15 minutes. Si elle va au-delà de 7%, la séance est suspendue. Et c'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière à 2 reprises, le 4 et le 7 janvier. Si le mécanisme de suspension est souvent utilisé, ça signifie qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas avec le seuil à partir duquel il est déclenché. Et nous avons besoin de reconsidérer cela. Cette mesure a été adoptée par Pékin à la suite du krach boursier de l'été dernier. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier. Si certains réclament quelques ajustements, pour d'autres, elle serait contre-productive. À l'approche des seuils déterminés, 5 et 7%, les investisseurs se précipitent pour vendre un maximum de titres. Les régulateurs auraient dû prendre en compte les conditions de l'économie chinoise avant de mettre en œuvre une telle politique. Ces suspensions nous montrent qu'un tel mécanisme ne fonctionne pas pour la Chine, ou au moins dans la situation actuelle du marché. Cette instabilité des bourses chinoises est liée aux craintes des investisseurs. Des inquiétudes au sujet du ralentissement de la deuxième économie du monde, mais aussi des conséquences que cela pourrait avoir. La Chine est une économie importante au sein de l'économie mondiale. C'est la première ou la deuxième économie au monde selon la façon dont vous la mesurez. Donc si l'économie chinoise ralentissait rapidement, cela aurait clairement une répercussion sur le reste du monde. En décembre et pour la 5e fois consécutive, l'activité manufacturière s'est contractée. Sur l'ensemble de l'année 2015, le commerce extérieur a reculé de 7%. Des chiffres qui suggèrent que la croissance chinoise pourrait connaître sa plus faible performance depuis 25 ans.
Ouais, rappelons qu'on est passé officiellement l'an dernier sous la barre des 7% de croissance en Chine. Atterrissage donc qui n'est pas sans risque. On accueille à présent nos 3 invités. Ben Amoyal, bonjour. Bonjour David. Gérant de portefeuille chez Premia Capital. Laurent Pérez à côté de vous. Bienvenue Laurent. Bonjour David. Directeur associé de Erez Israël. Et Laurent, un autre Hatchouel cette fois. Bonjour Laurent. Bonjour. Analyste économique. Alors à première vue messieurs, ce décrochage des bourses chinoises, ça donne un petit peu des frissons. Est-ce qu'on peut distinguer des différences entre donc cette crise et le krach de l'été dernier? On parlait à l'époque d'une grosse correction après plusieurs mois d'emballement des marchés. Ben, pour commencer. En fait, si vous voulez, c'est très similaire puisqu'il y a des décrochages au niveau boursier suite à un changement du taux de change. Je vous rappelle qu'au mois d'août, on avait parlé d'une baisse de 3% du CNY. Et c'est vrai que c'est des mécanismes qui se ressemblent et les effets ne seront pas les mêmes pour moi. Au niveau du point de départ, il y a quand même eu la publication aussi d'indicateurs pas très rassurants, Laurent, sur la production chinoise. Sur la production, il y a eu les PMI manufacturiers du mois de décembre qui étaient effectivement sous la barre fatidique des 50 points, 48,2 je crois de mémoire, en baisse par rapport au mois de novembre également. Alors il faut aussi effectivement recadrer tout cela par rapport au momentum, par rapport aussi à la baisse du baril. Donc c'est un catalyseur supplémentaire pour entretenir cette anomalie de marché que l'on a en ce moment effectivement avec beaucoup de nervosité. Ouais, et puis aussi il faut relativiser parce que les services ça va bien en Chine, c'est pas complètement tout noir non plus, Laurent. Les services vont bien, la production industrielle a rebondi aussi, qui comprend la construction. Cependant, je pense pas que l'économie chinoise peut se suffire et se nourrir de l'économie de services. Pour moi, on est à un point assez crucial en Chine, c'est-à-dire que la croissance est plus basse que prévu. Il y a 200 milliards de sorties de capitaux par mois. On a une bourse qui est surévaluée. Le PER, combien se payent les bénéfices, est de 45 sur la bourse chinoise. Oui, mais là, excusez-moi, je suis pas d'accord du tout avec vous parce que la bourse chinoise, pour moi, c'est pas révélateur de l'économie chinoise. C'est vraiment une économie de gamblers. Je suis d'accord, mais j'énonce les facteurs de risque potentiels. La bourse, si on a un scénario, le PER est de 45, il est de 16, donc la bourse chinoise est 3 fois plus chère que la bourse européenne. Si on a un scénario de baisse de la bourse chinoise et que les sorties de capitaux continuent, c'est un risque important pour la bourse, pour l'économie chinoise et donc pour l'économie mondiale. On ne pourra pas puiser longtemps non plus dans les réserves, ouais. Vous êtes d'accord? Non, effectivement. Enfin, je pense qu'il faut avoir conscience d'un point. C'est qu'aujourd'hui, l'économie chinoise ne peut plus croître à 2 chiffres comme ce qui s'est passé ces dernières années. Donc un atterrissage qui est normal. Il y a un soft landing, et ça, on est tous d'accord pour dire, c'est pas un hard landing. Il va se passer aussi un point très très important à surveiller, c'est que c'est un modèle qui est en train de se transformer. Aujourd'hui, la Chine va devoir compter sur sa consommation interne, sur en gros son économie interne. Ça ne se passe pas encore, c'est difficile. Voilà, ça ne reprend pas le relais encore aujourd'hui. Pour l'instant, à mettre en place, quoi. Donc tout ce laps de temps que l'on a connu sur la Chine avant et la Chine aujourd'hui, donc fait un petit peu cette nervosité de transition un petit peu qui sème le trouble. Vous passez d'une économie qui est très manufacturière à une économie de services. D'ailleurs, on a bien vu que les PMI services étaient en hausse. Donc, en fait, c'est cette transition que les marchés mondiaux, puisque là on parle des répercussions, ont du mal à accepter pour l'instant. Mais ça va. C'est peut-être plus qu'une transition parce que la Chine a besoin, avec 5% de croissance, la Chine crée du chômage. 5%, c'est pas le chiffre officiel. Hein. Non. Si on a 5% de croissance du PIB, c'est le seuil. Ouais. Il n'y a pas de création d'emplois. Donc la Chine, qui est un grand pays, a besoin de produire beaucoup de croissance. Comme Laurent l'a dit justement, on est dans une consolidation. On a 20 ans de croissance à moyenne de 7% par an. On est dans une consolidation normale. Cependant, la Chine est un grand pays qui a besoin de produire beaucoup de richesses. Alors, pour revenir quand même à ces déconvenus de la bourse chinoise, est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact quand même à long terme sur les grandes places financières? On voit déjà qu'en Europe, ça ne va pas très fort à cause de ça aussi. Non, évidemment, la Chine, c'est quand même la deuxième puissance mondiale. La Chine, c'est 16% du PIB mondial. Ouais. Donc évidemment que lorsque la Chine éternue, le monde entier, en gros, est enrhumé, il y a un risque à court terme. Pour autant, la bourse chinoise, et je pense que Laurent pourra le confirmer, elle est très locale en fait, ce sont des investisseurs locaux. Donc ça reste véritablement en vase clos, il n'y a pas de risque. Elle reste attractive pour ces gens-là au moins elle reste attractive jusqu'à un certain point, je crois. Non, elle est plus attractive sur ces niveaux-là, pour l'instant. Mais pour vous parler des investisseurs internationaux aussi? Les investisseurs internationaux, ils n'avaient pas forcément accès à ces marchés-là. Via Hong Kong, on sait qu'il y a la plateforme. Hong Kong. Mais là, ce qu'il faut regarder, c'est la bourse chinoise simplement. On a fait sur 2015 à peu près plus 50%. Je veux juste faire un rappel avec les marchés européens ou américains où on est flat ou plus 8, plus 9%. Ouais. Donc ça montre bien qu'il y a une tête corrélation, mais elle n'est pas si grande que ça. Il faut Alors l'autre volet, messieurs, on va gagner du temps, c'est bien sûr le yuan qui est tombé à ces niveaux un plus bas depuis le mois d'août dernier. On va d'abord écouter cette analyse qui nous en parle et on revient tout de suite. La Chine a été le seul pays qui n'a pas affaibli sa monnaie, pendant que tous ses principaux concurrents affaiblissent la leur.
Donc je pense qu'à présent, avec une monnaie forte et une économie qui ralentit, c'est normal que la monnaie commence à baisser avec la politique de desserrement de la Banque centrale. Partout ailleurs, il se passerait exactement la même chose. Ce n'est pas une raison pour paniquer. Mais beaucoup de gens sur les marchés ne sont pas forcément d'accord avec moi. Laurent Pérez, est-ce qu'en dévaluant sa monnaie, la Chine ne va pas exporter quelque part sa crise au reste du monde ? Évidemment, les pays très liés de près ou de loin à la Chine, comme le Japon, l'Allemagne, qui étaient des grands pays exportateurs vis-à-vis de la Chine, vont effectivement subir un petit peu les conséquences. Les pays producteurs de matières premières, pareil, vont subir aussi des flux effectivement de moins, avec un impact moins fort. Et puis on doit penser également aussi aux pays émergents de la zone, les autres petits pays émergents avec un yuan effectivement qui a beaucoup baissé, surtout, absolument, donc sont déjà des économies fragiles. Ouais. Donc avec ce genre de perturbations, il y a un vrai débat au sein même de la Chine, des réformateurs, entre les réformateurs et les conservateurs, savoir est-ce qu'il faut dévaluer le yuan et de combien, le yuan et de combien. L'année dernière, ils ont dévalué de 3%, ce qui n'est pas grand-chose. Est-ce que donc c'est les réformateurs qui ont gagné, qui disent il faut mieux un yuan fort pour obliger l'économie à se réformer. Cependant, si un scénario catastrophique pour moi pourrait être une dévaluation de 20% du yuan. Vous y croyez ça, ouais. C'est un scénario qui est sur la table. J'y crois, c'est un scénario possible. Il faut l'imaginer. Dans ces cas-là, tous les pays aux alentours, comme le Vietnam et d'autres pays, seraient en concurrence avec les produits chinois, deviendraient plus attractifs. Et ça serait un risque, effectivement, pour les pays européens, pour les États-Unis aussi. Il y a un débat. Je pense que Pékin n'a pas encore décidé de sa stratégie. Peut-être en perspective. Ben Amoyal, on a le sentiment quand même qu'on est en train de prendre conscience seulement maintenant des vrais problèmes de la Chine. On parle de surcapacité de production, on parle de surendettement des ménages, des entreprises. Ça fait quand même un petit moment que ça dure. Pourquoi c'est seulement maintenant que... Non, c'est pas seulement maintenant. On en parlait déjà en mois d'août dans vos émissions. Ouais. Ça fait pas seulement maintenant. Ça fait quand même plusieurs années. Ouais, ça fait plusieurs années. Il y a beaucoup d'économistes qui tiraient déjà le signal d'alarme. Je pense que ce signal d'alarme est un peu exagéré en ce qui me concerne, parce qu'on parle d'un PIB, d'une croissance du PIB qui va être, au lieu d'être à 7%, va être à 6,8%. Ce qui est pas mal, si c'est ça, c'est pas mal. Ouais, no big deal, quoi. Je veux dire, un marché, voilà, officiellement, il faut bien qu'on se base sur quelque chose. Certains économistes prévoient on peut pas partir de 2%. Moi j'ai entendu des économistes qui disaient que la Chine elle être à plus 1% de sur la croissance de PIB. Donc après on peut tout entendre. On a RBS qui dit qu'il faut tout vendre. Bon, on entend de tout. Après il faut regarder aussi les faits, ce qui est plausible. Personne n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait un crack dans l'économie mondiale, parce que tout est interconnecté. On a vu ce qui s'est passé avec le pétrole. Ça passera partout, parce qu'aujourd'hui le pétrole, c'est devenu le moteur des marchés financiers. Vous avez qu'à regarder la querelle du pétrole avec tous les marchés mondiaux, et la Chine en dessous. Donc, alors je partage effectivement le point de Ben. En fait, on reste sur un biais, nous de notre côté aussi, assez volontariste sur la Chine. On n'a pas envie de jeter l'éponge, dire c'est fini, il en est hors de question. Mais on le fait via effectivement aujourd'hui la manière la plus pas trop de risques. Pas trop de risques. Effectivement via des fonds, effectivement des spécialistes qui ont les yeux rivés sur cette zone-là, avec des poches très précises d'investissement sur la Chine, sur des secteurs liés à la consommation, puisqu'aujourd'hui le modèle change. Donc tout le secteur lié à la conso, les technos, les banques. Donc effectivement, ça nous paraît plutôt malin d'aller sur ce genre de fonds aujourd'hui. C'est encore de l'espoir pour les investisseurs. Un mot, quand on voit ce panorama, sur la phrase de George Soros qui dit que quand il regarde cette crise en ce moment, ça lui fait penser à la crise de 2008. Il croit qu'une crise mondiale est possible à cause justement de ce contexte. Vous en pensez quoi ? Le scénario est sur la table. Il y a deux risques. Il y a la Chine. Et le deuxième risque, c'est la bulle obligataire qui a été créée par les politiques de quantitative easing des banques centrales européennes, japonaises et américaines de ces dernières années. Ce sont pour moi deux risques. Et la bulle obligataire est un risque plus important à court terme que le ralentissement de l'économie chinoise qui a besoin de se transformer. On peut avoir, si on est dans cette bulle obligataire, on peut avoir une crise comme en 2008 qui est une crise de l'endettement. Excuse-moi, mais la bulle obligataire, elle a déjà quand même pas mal explosé en 2015. Sur les AID et les pays émergents, mais il y a d'autres marchés sur lesquels on pourrait voir une consolidation. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau. C'est le moment de passer aux insolites de l'écho. À tout de suite. Et on retrouve Johanna Citruc pour les insolites de l'écho, les infos donc décalées qui ont tendance à nous échapper. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Alors vous revenez d'abord sur la disparition d'une légende du rock, David Bowie, qui était un novateur en musique mais aussi apparemment en finance. Effectivement, David Bowie était un businessman hors pair à tel point que le 8 février 1997, plutôt que de faire un emprunt, il décide d'entrer en bourse. Il devient alors le premier artiste à émettre des obligations à partir de ses futurs droits d'auteur. Autrement dit, il mise sur son succès pour attirer la confiance
confiance des investisseurs et les pousser à acheter ses obligations. Et étant donné les ventes qu'il réalise à chacun de ses albums, l'opération cartonne. Le chanteur réussit à lever pas moins de 55 millions de dollars en une seule fois, une somme qu'il aurait mis au moins 10 ans à percevoir grâce à des royalties. Voilà, qui voyait loin. Et puis vous nous parlez, Johanna, d'un voyage, un tour du monde financé de manière, originale. Oui, tout a commencé le 31 mars 2013. Un jeune architecte français décide de tout plaquer pour aller visiter l'Amérique du Sud. Un voyage qu'il finance au fur et à mesure grâce au poker. Un an plus tard, il écrit un livre pour retracer son expérience. On va voir l'image à l'écran. Il s'appelle World Poker Trip, le tour du monde du poker. Et ce jeune homme, c'est vous, Jonathan Salamon. Bonsoir. Bonsoir. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi, qu'est-ce qui vous a décidé à partir, à tout plaquer comme ça ? Tout simplement que j'étais architecte depuis 2 ans, j'étais pas spécialement heureux de tout ça et un jour mon patron m'a proposé un CDI. Et quand il m'a proposé mon CDI, je me suis dit que si j'acceptais, j'étais parti pour faire carrière là-dedans et que je pourrais jamais voyager, je pourrais jamais me tester au poker et donc j'ai refusé et je suis parti. Et pourquoi avoir choisi le poker pour financer ce voyage ? C'est quand même assez risqué, on ne gagne pas à tous les coups. On ne gagne pas à tous les coups, mais au poker, on peut quand même un peu contrôler son destin, en tout cas sur le long terme. Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que j'étais passionné de poker, je jouais depuis 10 ans, je voyageais et je jouais au poker depuis 10 ans. Et en fait, c'est venu un peu par opportunisme, c'est venu parce que je me suis rendu compte que ça marchait, quoi. Et je suis parti, ça a marché, j'ai continué. Et puis... Vous êtes nombreux dans cette communauté de pokerman, on va dire, qui s'autofinance. Pour voyager, c'est relativement rare. Après, des joueurs professionnels de poker, on peut vivre de ça, quoi. Il y a quelques milliers de joueurs, on va dire, qui vivent de ça, ouais. Est-ce que sur place, les gains du poker étaient suffisants ou est-ce que vous avez dû avoir d'autres moyens de financement ? Non, j'ai vécu du poker pendant quasiment tout le voyage. Après, j'ai vécu de mon livre, puisque j'ai écrit un bouquin, mais pendant la première année et demie de voyage, ouais, je me finançais exclusivement grâce à ça. Est-ce que vous allez recommencer ? Là, j'ai arrêté un peu le poker. C'était un long voyage, ça a duré 2 ans et demi, donc je ne sais pas si je vais recommencer, mais pourquoi pas, peut-être un jour. D'autres projets peut-être, à part D'autres projets, écrire. En fait, j'ai écrit un bouquin là qui retrace la moitié du voyage et j'ai envie d'écrire le 2e là. Donc c'est... Sur quel thème ? C'est sur la suite du voyage en fait, de la Colombie jusqu'à Las Vegas. Ça a commencé à Rio jusqu'à la Colombie. C'est la première moitié du voyage et la deuxième moitié, ça sera... C'est quelque chose que vous conseilleriez de faire, ce genre d'expérience ? Ah bah évidemment, je veux pas forcément grâce au poker, mais voyager, je conseille ça à tout le monde. C'est quelque chose qui change une vie. Pendant ce voyage, il n'y a aucun moment où vous avez eu envie d'abandonner finalement Si, plein de fois, des dizaines de fois. J'ai eu des gros... Enfin, le poker, l'avantage du poker, c'est qu'effectivement, on peut gagner de l'argent, mais on a des soirées où ça se passe un peu plus mal. Bravo en tout cas, et merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Johanna, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. I24 Économie vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, pour de nouveau décryptage de l'actualité éco et sociaux. Et je vous donne tout de suite rendez-vous pour la suite de l'info sur I24. Restez avec nous.